Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okipwaza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, pas gagné. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin a célébré ce dimanche 1er août 2021 le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. 61 ans d'apprentissage, d'expérience démocratique, de réformes politiques et autres. 61 ans après, quelles sont les avancées notées, les insuffisances observées et justement pour quels enjeux? Les enjeux qui attendent le Bénin et donc nous en parlerons à travers, donc, à la faveur de ce décryptage avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican, que nous retrouvons avec tout un bonheur. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir, Romuald. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous avez suivi, comme tous les Béninois, le déroulement, voilà, aujourd'hui de ce qui s'est passé en termes donc d'anniversaire en ce qui concerne notre indépendance, dépôt de GEB, revue des troupes au palais de la Marina, Agapit Napoléon Maforican, une sobriété qui ne dit pas son nom. Comment appréciez-vous justement le déroulement de cet anniversaire, donc de notre accession à la souveraineté nationale et internationale? C'est une célébration parmi tant d'autres et déjà l'année dernière, hein, lors du 68, lors du 60e anniversaire, nous avions déjà eu un peu eu droit à ce type donc de sobriété. Et donc, rien d'étonnant, voilà. Et pourtant, certains Béninois, certains de nos compatriotes, au regard des raisons évoquées pour cette sobriété observée cette fois-ci encore, certains de nos compatriotes semblent ne pas être convaincus. Vous savez, parfois le diable est dans les détails. Le gouvernement n'a pas expliqué pourquoi il faut faire défiler et pourquoi il ne faut pas faire défiler. Parce que c'est une tradition à laquelle... Je voulais dire, non, c'est pas une tradition, oui, c'est une tradition, mais elle n'est inscrite nulle part. Et dire qu'elle est entrée dans les coutumes, ce serait un peu trop tiré. Je vous l'ai dit, sous le PAPB, il y avait un moment du dépôt de GEB, il y avait le moment de défilé militaire. Donc on n'est pas tenu de faire les deux. C'est écrit nulle part. Donc, dès lors, le gouvernement a choisi. On a même fait les 1er août avec Boliaï. On a fait les 1er août délocalisés. Nous l'avions fait à Bomé, à Parakou, et à Bomé, Parakou, Lokosan, Natitengu. Donc, à Porto Novo. Porto Novo pour les 59. Donc, c'est dire qu'il n'est écrit nulle part, hein, que voilà la forme que ça prendrait. Alors, du coup, je pense que c'est une polémique inutile et de trop, qui n'a pas besoin d'exister. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, on revient quand même justement au parcours que nous avons fait. 61 ans, c'est quand même beaucoup. 61 ans de vie politique, on pourrait le dire ainsi. 61 ans d'indépendance, Agapit Napoléon Maforican. Certains sont restés sur le soif. De quoi? En termes d'avancée, justement. De quelle avancée? En termes de résultats qu'on devrait avoir 61 ans après. D'accord, ok. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que là, maintenant, on peut commencer par décompter combien était encore là en 60. Combien avait d'espoir en 60. Ils ont entendu l'histoire. Ah oui, bon, d'accord. Donc, on peut commencer par décompter maintenant. Par 61 ans, c'est exagéré. Là, c'est pas peu, hein. C'est beaucoup d'âge. Et donc, effectivement, au regard donc de l'âge de l'indépendance, on peut commencer par se dire, mais tiens, mais à 61 ans, qu'est-ce que ce pays a pu faire sur le plan national ou international? Donc, vous vu ainsi, oui. Donc, vous voyez. Alors que ce qui était en 60, nourrissait tellement d'espoir, l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Et lors des coups d'État qui ont suivi ce moment-là, c'est toujours cela. L'aube nouvelle vient toujours, parce que l'hymne national, c'est l'aube nouvelle. Exactement. Une aube nouvelle, une nouvelle ère, un nouveau temps, de nouvelles perspectives, des avancées sans doute. Et après, quelques désillusions qui sont venues et qui sont devenues tellement notoires que finalement, les gens se demandaient est-ce que l'aube nouvelle apparaîtra finalement un jour.
Voilà, donc j'ai résumé les 61. Tout à fait. Mais en termes de façon approfondie, Agapit Napoléon Mafourican, avons-nous échoué vraiment quand on compare quand même un peu les choses avec... Non, il n'y a pas d'échec. Puis c'est pas une compétition. Il n'y a pas d'échec en soi. Il n'y a pas d'échec en soi. On pourrait dire qu'on était en compétition avec le colon. Non, pas du tout. On peut pas être, vous ne pouvez pas être en compétition avec celui qui vous dénonce. Vous ne pouvez pas être en compétition avec celui qui vous contrôle. Vous ne pouvez pas être en compétition avec celui qui vous a tout imposé. La langue, la culture, la monnaie, l'école, donc le système éducatif, le système social. Finalement, vous voulez la culture, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, vous voulez être en compétition avec qui? Quel type de compétition? On ne peut pas avoir de compétition. Donc c'est pour ça que les révolutionnaires de 72 parlent d'indépendance nominale. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on est indépendant. Mais est-ce que nous l'étions vraiment? Oui, on nous a octroyé l'autodétermination, la libre détermination. On pouvait dire, on veut quelque chose. Mais dans notre patois local, on dit, mais c'est celui qui est en mesure de supporter la pression qui accepte de devenir le chef traditionnel, enfin un chef. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas tenir avec les contingents, les exigences, vous ne pouvez pas comprendre le contenu des indépendances. Les indépendances, c'est les nôtres qui étaient traditionnels à l'époque, qui voulaient simplement, bon, il nous restait l'illusion de prendre la place du colon et peut-être de faire la même chose que le colon. Puis c'est ça que beaucoup ont fait. Ils ont pris la place du colon et ils n'ont pas changé grand chose. Ils se sont transformés en des colons locaux, ce que la révolution marxiste-léniniste a appelé les néocolons. Et donc, ils ont installé le système du colon et ils ont comporté un colon noir. Tout simplement les colons locaux. C'est aussi simple que ça. Donc, de 60 à 72, on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé. Mais on avait trois têtes de pont. Trois têtes de pont et un homme en embuscade. Et ils sont restés là à gérer, enfin, deux autres en embuscade parce que l'armée, une institution, il faut l'évoquer. Et le général Soglo, d'ailleurs, vous avez défini un élément sur lui tout à l'heure, le général Soglo estimait que l'armée n'a jamais demandé à venir au pouvoir et qu'on l'a toujours appelé. Mathieu Kérékou l'a souvent répété. D'accord, d'accord. Alors, les civils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Et c'est eux qui les ont transformés en petits colons. Et qui, au lieu de voir l'intérêt du pays et de définir la stratégie de développement certain pour l'avènement de l'aube véritablement nouvelle, ils ont mis en place un dispositif d'autogestion et donc de gestion de leur ego, de leur grosse suffisance. Et du coup, c'est des jeux politiciens qui ont pris le pas sur des enjeux de développement. Et donc, on est arrivé à là où on est. Est-ce que vous dites que les gens sont déçus? Ou bien il y a échec? Non, il n'y a pas eu échec. Il y a eu le vrai visage du néocolon, du nouveau colon, du nouveau colon qui, lui, n'est pas blanc. Lui, il est local. Lui, il a chassé l'autre pour prendre sa place. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et aujourd'hui encore, nous n'y sommes pas. On n'est pas allé plus loin. Hein. Nous sommes dans la dynamique de celui qui est là, de la dynamique de haut toit que j'ai vu mettre. Et ça, c'est ça le mal. Et je n'ai pas envie de tout peindre en noir. Mais franchement, c'est une des tares que nous traînons depuis je ne sais quelle année. Hein? Il faut peut-être questionner Emmanuel Mounier, une fois de plus. Mais nous traînions ça depuis des tares, c'est des tares que nous traînons depuis des années. Il paraît que nous tenons ça de la malédiction, d'une prétendue malédiction du roi Béanger. Franchement, les historiens ils pourront bien nous en parler. Mais est-ce qu'en réalité, on n'est pas un peu exigeant quand on sait que dès les premières années, donc les premières années après, donc le 1er août 1960, qu'on devrait faire une petite expérience, on devrait donc faire notre apprentissage, Agapit Napoléon Mafourican, parce que c'est important. Nous ne l'avions
par exemple, celui qui n'a jamais exercé ce type de fonction, quand il vient, il a du temps pour prendre ses marques. On pourrait dire que pendant ces années-là, nous prenions nos marques. On a pris trop nos marques. Et comme je vous l'ai dit, l'idéal n'était pas le développement vraiment du pays. C'était d'abord la gestion des égos. C'est un peu particulier au Dahomey de l'époque. Quand vous regardez les autres pays, ça n'a pas été totalement le cas. Mais globalement, c'est le système néocolon qui s'est installé et qui s'est heurté en même temps à des réactions. D'où les coups d'État qu'on a connus ici et là. Et si un pays comme la Côte d'Ivoire a pu rester en paix, c'est parce que le président Houphouët-Boigny a dressé, disons, créé l'axe, le chemin. L'axe Paris-Abidjan, qui est l'un des axes les plus solides, les plus stratégiques, hein, qui pour la France, comme pour la Côte d'Ivoire, qui fait que, au début, en 61-62, il y a eu quelques mouvements qui ont rapidement éteints, totalement éteints, étouffés, et les acteurs disparus, qui font qu'on n'a plus jamais revenu là-dessus. Donc, la Côte d'Ivoire a évolué, c'est le seul pays qui n'a pas connu de coup d'État en 2000, enfin, en 99. Alors, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone ont eu pour leur grade. Le Sénégal, c'est différent. Comme je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire, le Sénégal également, le Gabon, il y a eu coup d'État en 71-63. La France est revenue pour ramener rapidement les militaires à leur carrière et réinstaller le président Léon Mba. Voilà. Donc, la France a des quartiers généraux en Afrique. Hein? La France a des quartiers généraux en Afrique et Abidjan est l'un de ces quartiers généraux. Et donc, du coup, je parle de la France faucardienne, la France Charles de Gaullienne, la France des années 60, hein, de l'indépendance, a des quartiers généraux en Afrique. Et donc, avec l'œil sur ces quartiers généraux, a mis les moyens et interdit, enfin, prévient toute velléité de remise en cause de l'ère constitutionnelle, de l'ordre constitutionnel de l'époque. Mais dans les autres pays, le Dahomey est un quartier général, mais il est tellement mineur face à la Côte d'Ivoire qui s'est développée de manière exponentielle et qui n'avait pas trois chefs politiques comme le Dahomey l'avait. Le Dahomey avait 3 chefs politiques qui pourraient se revendiquer les mêmes légitimités. Le président Apiti aurait pu être le premier ministre en 59 s'il n'y avait pas la coalition Aoubandégbé et Maga. Et puis, coup de théâtre, c'est Aoubandégbé qu'on écarte pour pouvoir, lors des élections pour l'Assemblée territoriale, voilà, pour pouvoir, pour une coalition Maga Apiti, qui s'est cassée en 63 avec la première arrivée de Christophe Soglo, des militaires. Une coalition Apiti Aoubandégbé, en 64, qui se casse en 65 avec le retour des militaires. Les militaires eux-mêmes, le général Soglo vieillissant, des jeunes cadres de l'armée disent d'accord, ok, toi, 65, 67, tu es déjà vieux, tu es gaga, tu comprends plus grand chose, on te prend l'affaire. On lui prend l'affaire, on organise les élections, et puis bon voilà, on estime que celui qui était là, celui qui a été candidat et qui a gagné, il n'a pas eu beaucoup de voix. Il n'y a pas le suffrage exprimé, donc le taux de participation n'était pas pertinent, qu'il fallait lui l'empêcher de gouverner. Et on donne à quelqu'un qui n'a pas candidat, qui n'était pas candidat non plus. Ouais, donc, c'est ça le Dahomey des années 60. Des histoires à bras des situations à dormir debout, à tomber à la renverse. C'était aucune logique si ce n'est pas l'autosuffisance de moi. Je me répète, hein, pour montrer quand même que c'est moi le chef. Que ce soit les civils, que ce soit les militaires. Coup d'État, il y en a eu de civils, coup d'État, il y en a eu de militaires. On a vu au Bénin, au Dahomey, tout ce qu'on pouvait voir de manière. On a vu tout ce triumvirat, Sinjongan, Kouandété et de Souza, Paul-Émile de Souza. On les a vus en 68, 69, 70. En 68, ils enlèvent le pouvoir, enfin, ils empêchent le docteur Adjoumouni de gouverner et on donne à Émile Dalin Zinsou. Quelques mois après, on reprend le pouvoir chez Zinsou, qui lui s'est empressé de se légitimer par un plébiscite, c'était pas une élection. Et donc on l'a ramené tranquillement à
à sa juste mesure en disant que c'est nous qui avons remis le pouvoir. En termes de légitimité, tu n'es que devant nous. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors que lui, il était là pour changer, pour réformer énormément. Effectivement. Alors, le triumvirat a tenté d'organiser des élections en 70, catastrophe. Catastrophe. À commencer par le nord. A commencé par le sud. Pas le sud. Oui, pas l'ouest, mais enfin, par le sud, devait passer par le centre et aller au nord, il me semble. Donc, en tout cas, ça s'est passé aux deux endroits, le sud et le centre. Ou bien alors le nord et le centre. En tout cas, il est arrêté la dernière étape qui n'a jamais eu lieu. Ils ont stoppé les élections. Et voilà. Et ça a accouché finalement. On est allé ramener donc à les trois monstres encore qui ont créé maintenant, au lieu de gouverner individuellement, ils sont devenus trois monstres. Enfin, le monstre s'est retrouvé chaque tête s'est transformée en monstre à trois têtes. Et donc, chacun devrait gouverner. Donc, vous aviez des gouvernements, un gouvernement par exemple, le gouvernement Maga de 60 à 60, le gouvernement Maga de 70 à 72 par exemple. Oui. Vous avez ce gouvernement, par exemple, mais avec des ministres d'Apiti. Parce qu'il y a toujours cette alliance-là qui se faisait. Oui, non, c'est pas alliance. C'est-à-dire que le triumvirat, le conseil présidentiel était, c'est les trois. Oui. Et il était question quoi? Qu'ils apprennent, selon la logique des militaires, à gérer ensemble. Apprennent à gérer ensemble. 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et c'est le tirage au sort qui a tracé les 2 ans chacun. Maga, Aromandegbe, Apiti. En tout cas, donc logiquement, en 76, en 76, il devait y avoir des élections générales pour permettre maintenant que quelqu'un s'érige ou bien je sais pas. Il y avait que, comme je vous l'ai dit, il y avait un président du directoire, c'était d'abord Maga, 70, 72. Ouais, les ministres de, quand un grand comme Chabikao, Pascal, qui était ministre des Finances, il est du parti de Maga, par exemple. Il ne se reconnaît que de Maga. Exactement. Donc, du coup, adjouons quelqu'un est ministre de la Justice, il sait d'abord que lui doit allégeance d'abord à Apiti, avant d'aller donc détenir, il doit allégeance d'abord à Maga et à Omandegbe, et ainsi de suite. Alors, lorsque vous avez un gouvernement où c'est les individus qui priment sur l'État, qu'est-ce que vous allez avoir? Il y a eu tellement de vérités. Il y a eu d'abord des vérités de remise en cause du conseil présidentiel. Maga a essayé de tout étouffer. Mais à Oumadegbe, bon, c'est un peu quelqu'un. Voilà, lui est arrivé, les gens ne l'aiment pas trop, parce qu'il est un homme d'extrême rigueur. Donc, alors, il est venu en mai 72, en octobre. Déjà, il a eu une première tentative qui a étouffé, qui a échoué, et puis la deuxième fait la bonne, bref, les métiers arrivent. Et, donc, fort heureusement, en 72. Alors là, en 72, ce coup d'État, on peut dire le vrai, réel coup d'État, le vrai, réel coup d'État dans l'histoire politique du Bénin, c'était celui de 72. Qui a provoqué la stabilité pendant beaucoup de temps. Pendant beaucoup de temps. Là, c'est pas quelqu'un qui a remis le pouvoir, c'est pas... Et ils ne sont pas venus pour prendre et redonner, ils sont venus pour stabiliser. Et ils avaient des jeunes, des groupes de jeunes avec eux, je pense qu'on a eu des plateaux. Tout à fait. Des ligueurs, des judistes, un certain nombre de jeunes de l'époque, ils sont encore là, quelques-uns, un peu fatigués, mais ils sont là et beaucoup nous en ont encore de leurs témoignages. Tout à fait. On les remercie au passage. Donc, ceux-là ont aidé ce régime au départ, qui était là avec un autre discours. Vive l'armée, vive la révolution. C'était ça à la fin du discours de Mathieu Kérékou, en 1972. Vive l'armée. L'armée prendra, l'armée travaillera pour l'éducation d'une aube véritablement nouvelle. On revient encore à là. Vous comprenez? Parce que c'était l'objectif. C'était l'objectif. Et donc, et à la fin, il dit vive l'armée, vive la révolution. Alors là, il y a révolution. Là, s'il y a révolution, c'est important. Le langage a changé. Effectivement, le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, a rencontré tous ces mouvements de jeunes qui étaient tout contents de ce nouveau discours. Mais il y en a qui étaient un peu réticents. Oui, d'accord, oui, soutien. Mais il faut être méfiant. Il faut être méfiant. Les autres disent non, on doit y aller, il faut qu'on soutienne. Clairement, on participe. Les autres disent non, nous soutenons, mais on ne participe pas.
pour qu'on puisse avoir notre droit de regard. Et puis, bon, alors entre les deux, ça s'est pas bien marché. Mais bon, bref, c'est que le régime de 72 a pu se maintenir. Il y a quand même eu une volonté, Agapit Napoléon Mafaurican, pendant cette ère-là, parce que, justement, on nous a appris, ou du moins, nous avons entendu, l'objectif était également de compter sur ses propres forces. Voilà, rien de nouveau sous les cieux. Comptons sur nos propres forces, c'est quand même un engagement énorme au service de l'État. Non, là vous avez un peu extrapolé. Oui, avec le président Zissou, déjà il fallait compter sur ses propres forces. Bon, c'est vrai que le Zissou Takwe n'a pas... Avec le président Zissou, oui, c'est pour dire que si Zissou avait eu le temps de gouverner, notre pays aurait changé. Sincèrement. Zissou, c'est un médecin, je pense qu'il avait la rigueur du médecin. C'est-à-dire, le mal est là, il n'y a pas à tourner en rond. S'il y a une thérapie, on met la thérapie et puis on n'en parle plus. Je pense qu'il avait cette rigueur. Le problème Zissou, c'est un homme droit, qui dit ce qu'il a envie de dire, qui tourne pas en rond. Il sait qu'il a été mis en place par les militaires. Il s'est tenté un plébiscite, ça a fonctionné. Il a voulu s'attaquer à l'armée et au syndicalisme. Il voulait réformer de ses côtés. Il a pris le mauvais côté. Parce que les militaires n'ont pas compris. Si on lui laisse la main, comme dit chez nous, en Goût, si on ne lui retire pas le coupe-coupe, il va tailler la petiche. Hein? Donc, on lui a coupé, on lui a rapidement ramassé, enfin, on lui a enlevé le pouvoir. Parce que ça ne se comprenait pas. Nous t'avons fait venir et tu voudrais être contre nous. Alors lui, c'est ça que je vous ai dit, eux ils raisonnaient nous, individus, et lui il raisonnait l'État, le pays. Exactement. Vous voyez, et comme il a dit en 89-90, lors de la conférence nationale, quand il est venu, les gens disent, mais Zissou Takwe, il dit d'accord. Mais Zissou Takwe là, Zissou Bobenaya. Donc ça c'était la première chose qu'il dit. Et qu'il dit, s'il était si mauvais, c'est Takwe là. Il dit, mais il me semble quand même que c'est encore, que cette ordonnance c'est encore d'actualité. En vigueur. Toujours aucun des régimes qui m'ont remplacé n'a eu la prise d'esprit de l'abroger. Ça veut dire simplement ce que ça veut dire. Donc, oui, quand on d'abord sur nos propos, ce n'est pas l'apanage du gouvernement militaire révolutionnaire, mais ils ont repris un certain nombre de valeurs nationalistes, de valeurs d'auto-détermination, réellement. Donc, quand vous écoutez le chef de l'État, Patrice Talon parler de nous n'allons pas continuer à vivre la charité des autres. Exactement. Mais là, vous revoyez le discours, un des discours de Zissou, vous voyez des trames de discours de Mathieu Cueillot, du gouvernement militaire révolutionnaire. Donc, en 72, c'était vraiment une manière de changer, une volonté réelle. Après, il y a eu l'orientation marxiste-léniniste qui n'a pas plu à tout le monde et qui a fait que le système s'est fait des ennemis. Et il y a certains qui ont estimé que non, c'est une décision à minima. Et donc, à gauche, on a la création du Parti communiste d'armée, parce qu'il n'était pas totalement sûr que ces gens-là voulaient faire vraiment du marxisme, ils diluaient tout. Et à droite, il y a eu la débandade un peu, et la création des fronts de réaction à l'extérieur, et donc de blocage systématique du pays. Mais le BD pendant ce temps a pu s'insérer dans le mouvement des non-alignés, comme on le dit à l'époque, mais était aligné à droite, à gauche. Était aligné à gauche et a pu faire passer sa voix. Je pense que la révolution, quand on a connu les 12 années d'errement, la révolution a été un moment important. Les 72-90, contrairement à beaucoup, et moi je pense qu'on veut faire un débat d'intellectuels, un débat d'idées, il n'y a pas qui dira. Les gens ont eu quelques ressentiments personnels, c'est vrai. Il y a eu quelques abus, c'est normal, dans ce type de représentation en parti unique. Donc c'est normal, en de telle partie, tout d'abus, tout pouvoir livré à lui-même devient un pouvoir fou. Donc c'est normal qu'il y ait eu d'abus. Mais honnêtement, en termes de promotion des valeurs, en termes de patriotisme, en termes d'action civique, en termes de vision du développement, la période 72-90 a été déterminante, je dis, déterminante pour notre pays. Stabilité, vie institutionnelle réelle, mise en place des organes de l'État. On a connu la création de la République populaire du Bénin et la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin en 1975. Ok, parti État, d'accord. Mais après, on a eu une constitution en 1977.
Et on a fait l'expérience des organes locaux du pouvoir d'État. C'est-à-dire les locaux, dans les quartiers de ville, dans les villages, des citoyens comme vous et moi, deviennent du jour au lendemain des responsables du pouvoir d'État. Il y avait une certaine démocratisation. Exactement. Malgré la révolution, il y avait la démocratisation. Non, la révolution, justement, induisait ça. Induisait ça. C'est pas la démocratie à l'occidental, enfin. Hein, c'est pas la démocratie libérale, c'est la démocratie populaire. C'est toujours. Donc, il y avait une démocratie. Il y avait une démocratie. Et lorsqu'on a mis en place, en 1977, la loi fondamentale a été promulguée, on a mis en place les organes de pouvoir d'État. On a eu les comités révolutionnaires locaux. Donc, les conseils communaux de la révolution, qui était l'élément qu'on a en conseil révolutionnaire local, qui était le niveau bas, plus bas. Mais ce n'est pas des gens venus d'ailleurs. Ce n'est pas l'argent qui fait que tu gagnes. C'est ta personnalité, ta moralité à être au service de la communauté du pays. Ta moralité. Exactement, parce que tu peux te retrouver sur la table et puis chacun témoigne de ce que tu es. Bon, en fait, si tu es au service de la communauté, en tout cas, tu es de bonne moralité. Et cela se décidait en même temps là. Absolument, absolument. Donc, on a connu ça. Les comités révolutionnaires locaux, les CRL locaux, les comités révolutionnaires communaux, les comités révolutionnaires de district, de province. Ouais, donc, et donc, il y a une gradation. Une gradation. Il n'y a pas de spontané. Vous ne pouvez pas être ministre si vous n'avez pas déjà été dans quelque chose de tout ça avant. C'est impossible. On n'en a pas connu. On n'en a pas connu. Il fallait être militant de quelque part, promu par tel groupe, promu par tel autre, ou bien être tel de... Parce que vous avez une vie militante. La technocratie n'empêche pas l'apprentissage de la vie. Il n'y a pas un ministre technocrate qui existe. Le gouvernement, ce n'est pas... La fonction, elle est politique, elle n'est pas technocratique. La fonction gouvernementale, la fonction présidentielle, la fonction gouvernementale, on vous donne ministre des Finances et de l'économie, vous êtes spécialiste de l'économie, vous êtes spécialiste des finances, administrateur, agrégé des finances, tout ce que vous voulez, on vous met là, vous allez assumer une fonction politique. D'abord. Éminemment politique. La politique de l'État en matière de finances. C'est ça que vous gérez. La politique, la rigueur. Vous voyez, quand on parle des lois d'orientation, des débats parlementaires dans le cadre donc du budget. Voilà, donc en janvier, on fait d'abord, en janvier, en février, on fait ce qu'ils appellent... Le séminaire. Non, c'est pas un séminaire, c'est une sorte le ministre expose. Expose dans le cadre de la loi d'orientation budgétaire, donc expose les grandes tendances budgétaires aux parlementaires pour qu'ils en tiennent compte. Ça, ce n'est pas une fonction technique. Elle est politique. Pour faciliter un peu la session budgétaire. Parce que c'est des orientations prises. On fait des choix. Et à partir du moment où vous faites des choix, vous êtes dans une dynamique pure, qui n'est plus nécessairement technique. Parce que la technique, elle est parfois mécanique. Or, ici, la politique, elle découle d'une analyse d'une certaine situation et d'un choix de l'instant qui peut ne pas être celui d'un autre. Vous comprenez? Donc, avec la révolution, tout le monde a pu accéder à ces fonctions. Nous avons connu des juges non professionnels. Des juges non professionnels. Qui étaient quand même des juges permanents non professionnels. Il était le regard de la société sur la justice. Ça n'avait l'air de rien. Mais aujourd'hui, moi je pense parfois, vous savez, les magistrats ont beau être bien formés, mais les lois, parfois le temps va plus vite que la formation. Et donc les lois dépassent parfois la compréhension de certains. Surtout les lois qui créent les lois spéciales. Les lois de certains corps spéciaux. Les lois spéciales dépassent certains. Et donc, quand vous êtes devant un homme de la police judiciaire, avec une nouvelle loi, il ne comprend pas la nouvelle loi. Et le procureur, dont il dépend aussi, ne connaît peut-être pas certaines imbrications. Et l'avocat qui vous défend, lui-même, n'est pas peut-être spécialiste de la question. Il connaît le général, il connaît la formule générale, il connaît les dispositions générales, mais la loi étant une loi nouvelle, par exemple, je prends le code du numérique, ce document a beaucoup
d'implication, d'aspect. La polémique qui a eu lieu dans l'affaire Sossou montre clairement que c'est une loi qui mérite. Quand on dit il faut changer, non, c'est pas une affaire de changer. Est-ce que les gens se sont appropriés la loi? Est-ce qu'ils la maîtrisent? Est-ce que les médias qui en parlent la maîtrisent? Est-ce que les avocats qui défendent la maîtrisent? Est-ce que les magistrats qui prennent les décisions la maîtrisent? Voilà la question. Alors donc, les juges, l'histoire des juges non professionnels au niveau du PRPB, il faut aller voir. Et ceux qui ont participé à l'analyse, pour vous dire dans quelles conditions ça a été fait. Et les résultats, parce qu'il y en avait eu. Je vais parler d'un autre peut-être rapidement. Parce qu'il y a quand même de ces aspects qui peuvent échapper justement aux professionnels. Justement, lorsqu'on parle de crimes passionnels, par exemple, dans certaines zones, la femme vaut plus que ou tout autre bien. Il y a des traditions de société dans lesquelles le lien entre votre épouse et vous est tel que le regard malencontreux d'un quidam peut tout changer. Bien. On va dire on est en République, c'est vrai. La République, quand même, les pratiques ne doivent pas disparaître du jour au lendemain. Les juges ne disparaissent pas du jour au lendemain. Donc on est à 77, on est à 80. Ça fait 20 ans simplement après l'indépendance. Il y avait des choses. Nous avons des pratiques qui ne pouvaient pas disparaître du jour au lendemain. Mais que les codes français que nous utilisions, les lois françaises, n'avaient pas incorporé. Alors, donc, il fallait le regard de la société, des juges professionnels, des juges non professionnels. Surtout qui sont certainement avec la communauté. Exactement. Voilà, mais ce n'est pas eux qui président, il me semble qu'il y a une dose, parce que chacun son travail quand même. Exactement. Le magistrat est fort. Mais ils apportent quand même l'éclairage. Une certaine lecture. On les retrouve dans les cours d'assises, les jurés normalement, on les retrouve dans les cours d'assises. Mais ici, c'est qu'on a descendu la justice au niveau même de la communauté, et à chaque niveau, il y a le dosage. Il y a la décentralisation, j'en avais déjà parlé. Là également, c'est que les gens sont élus par leur base, et puis après, le parti désigné sur 3. Mais je vais parler de l'école nouvelle. De l'école nouvelle, à l'époque, qui tendait à faire de l'individu, non plus un Akawé, comme on disait, mais un cadre véritablement prêt pour la construction nationale, prêt pour la production nationale et pour la construction nationale. Voilà, c'était ce que l'école nouvelle devrait faire de l'individu. Avec les coopératives que nous avons vues. Donc vous devez savoir que vous êtes un individu bâti. Que le Béninois, le Béninois que vous êtes, devrait pouvoir, à l'âge mature, être prêt pour contribuer à la construction nationale, pour contribuer à la production nationale. Adéquation, formation, emploi. Normalement. Mais après, vous voyez les tiraillements, les problèmes, les dérives du système, les guerres de leadership n'ont pas permis d'aller au bout. Mais l'école nouvelle était, à mon avis, dans le contenu en tout cas, un très beau texte, un très bon concept, qu'on a tout fait de jeter, dommage pour nous. Et aujourd'hui, quand on revient sur l'adéquation, formation, emploi, mais c'est depuis les cours primaires, le collège que vous apprenez déjà certaines choses. Vos aptitudes sont suivies. Non, vos aptitudes sont mises à l'épreuve, sont questionnées déjà au cours primaire, déjà au collège. Les activités culturelles, les activités coopératives qu'on faisait vous permettaient de sortir de vous-même. Vous avez de grands danseurs, vous avez des gens qui faisaient des vanniers, qui faisaient de la vannerie, vous avez des gens qui faisaient de l'art plastique, vous avez les rhétoriciens. Donc, vous avez très tôt, les gens découvrent leur passion et peut-être leur devenir. Mais après, on est rentré dans... c'est ce qui a permis quand même à Angélique Idio, par exemple, de faire ce parcours qu'on affectionne aujourd'hui. C'est ça que vous avez produit au journalisme. Bien d'autres, voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'école nouvelle, discipline, travail, c'est ça qui était... Après, on est tombé dans d'autres travers. Oui, il y avait des travers, tout le truc de tout cadre enseignant, d'accord. On peut en redire. Les jeunes bacheliers révolutionnaires, ils n'étaient pas mal formés du tout. Moi, j'ai été formé par des jeunes bacheliers révolutionnaires qui m'ont donné, franchement, le goût de telle ou telle chose. Donc, on a médit d'eux après à la conférence nationale. Je trouvais que c'était tellement pas honnête de ce qu'ils me disaient d'eux. Parce que moi, j'en ai connu. J'ai eu beaucoup de gires dans
dans mon cursus scolaire et qui ont été de haut niveau, de haute facture, des jeunes qui avaient à peine le bac, qui venaient juste d'avoir leur bac, mais qui, une fois... avaient des choses à transmettre. Oui, ils transmettaient, on a des enseignants qui sclérosés parfois, excusez-moi, qui n'arrivaient pas, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre leur cours en forme, à jour. Au moins le bachelier révolutionnaire, lui, met son cours à jour, puis de toute façon, il n'avait qu'une année de cours, et donc du coup, il s'appliquait. Donc, vous voyez, on n'a pas, le dommage dans la révolution, c'est qu'on n'a pas construit dans la durée, parce qu'il y avait l'idéologie marxiste-léniniste qui est venue, qui était là, et qui a empêché beaucoup. On va avancer. Mais il y a une chose, Agapit Napoléon Maforcan, je sais que si vous devez continuer, vous allez citer encore beaucoup d'autres choses qui étaient quand même des choses à préserver. Mais pourquoi on n'a pas su les préserver pour la suite? On n'a pas su préserver parce que déjà, vous savez, les opportunistes dans les systèmes n'ont pas manqué. Est-ce que tout le monde était vraiment révolutionnaire? C'était la première question. Je vous l'ai dit, quand on a nationalisé les sociétés d'État, on a créé, on a d'abord nationalisé les privés, donc ils ont été nationalisés. Et l'État faisait tout. L'État achetait l'eau, l'État vendait l'eau, l'État achetait l'essence, l'État vendait l'essence. L'État vendait même les matériaux de construction, c'est le ciment, les barres de fer, société Benoît de Sobemark. Je prends cet exemple toujours parce que son premier DG fut son dernier DG. Et qui fut-il? C'est un de mes doyens qui fut président du Conseil national. Aussitôt, il a terminé. Il a créé la société. Il a été le premier DG de la Société nationale des matériaux de construction. Société béninoise des matériaux de construction, COB MAC. Très bien. 10 ans après, il en était celui qui l'a fermé, qui l'a liquidé. On était en 89. Et en 90, ou 20 ans après, bon, on était en 89 en tout cas. En 90, il est nommé président du Conseil national de la communication, et qui deviendra après la HAC, et dont il fut le premier président de la HAC. René Miho Doussa Persona. Donc voilà, c'est un doyen, donc révolutionnaire. Donc du coup, il a été chef de district, puis après il a créé la Sobemark. Il était le dernier DG. Après, il est remonté en grade. Et puis bon, voilà. Alors, je prends cet exemple pour montrer que c'est à ce niveau-là que ça a échoué. Est-ce qu'a priori, il était formé pour diriger une société d'État? C'était un journaliste. Voilà. C'était un journaliste. Donc, un journaliste comme directeur général d'une entreprise de matériaux de construction, ça pose quand même un certain problème. Même si la gestion d'entreprise on pourrait dire qu'il a peut-être des compétences techniques. On répond aux mêmes normes, mais est-ce que réellement quelles étaient les finalités? Comment avait-on nommé les directeurs généraux? C'était la première question. Donc, puis je vous dis comment ça n'a fait. Ensuite, est-ce qu'il y avait une sorte de, comme ça, c'est pour l'État, il y avait une sorte de gabégie dans la gestion. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous, voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, tout pouvoir livré à lui-même devient un pouvoir fou. Voilà. Donc, les dérives, il y a plein de révolutionnaires de noms, de vues. Il n'en était pas convaincu. Des jouisseurs qui étaient transformés en révolution. Bref, tout ça, l'un mis dans l'autre, et surtout l'activisme de ceux qui étaient dehors, qui n'aimaient pas la révolution, et surtout l'orientation marxiste-léninisme a tout fait donc de conduire le système vers la chute. On ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a plusieurs facteurs aussi à évoquer. Mais c'est pour vous dire que ça a été la période la plus riche, la plus riche en tout, la plus stable, la plus riche, et qui fonde aujourd'hui l'analyse. Parce que là, on a quand même connu une vie institutionnelle normale jusqu'à la chute. Donc, ça a eu un début et ça a eu une fin. On ne va pas peut-être s'éterniser là-dessus, mais ça a eu un début, ça a eu une fin. Et cette fin a été conclue par quoi? Par la conférence nationale qui a ouvert une nouvelle ère. Donc, on a eu l'arrivée des militaires par coup d'État. Et on a eu leur départ pratiquement par un système d'exception qui était également la conférence nationale, qui n'était pas un truc légitime, ni légal, ni légitime. Juste un arrangement, une sorte d'arrangement. Et donc, qui a permis donc de terminer cette vaste époque de 72 à 90, 18 ans,
et donc d'amorcer une nouvelle ère. Évidemment, puisqu'on n'a pas fait l'évaluation exhaustive de la période révolutionnaire, on a tout fait de retomber dans l'état très vite. Parce que on pense, oui, voilà, on a fait le procès du PPB à la conférence nationale. Au lieu de recueillir les acquis. Et l'essentiel était dans le discours que Mathieu Kékou a eu à lire le jour de la conférence, le jour de l'ouverture. Oui. Et quand il est venu, le 2 jours après, le mercredi 21 février 90, quand il est revenu, l'essentiel était dans ça. Mais son discours, à ce moment-là, n'était plus audible parce que c'était un pouvoir totalement rejeté et méché hein, à l'époque. Du coup, les gens l'écoutaient, j'étais dans leur logique, dans leur dynamique. C'est-à-dire un changement alors. Qui disparaissent, qui s'en aillent. C'était ça à l'époque. Or, l'essentiel y était. L'essentiel c'était d'abord, sans doute, de faire ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire, mettre en place un transitoire, peut-être pour 2 ou 3 ans. Le temps de faire, de mettre en... Ouais, le Haut Conseil de la République là aurait pu, par exemple, faire l'inventaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a pu marcher, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher, avant qu'on ne se dote réellement d'une constitution. Mais on est allé tellement très vite. Il fallait éjecter le PPB, éjecter Mathieu Kérékou. On est allé très vite. Et donc, on est tombé. On a donné tellement de droits, on a oublié qu'il y a un droit, ça accompagne de devoirs. On a mis les trucs qui se contredisaient parfois. On a créé des situations que on est les premiers encore à dénoncer. Moi, je m'amuse toujours à regarder la manière dont nos institutions de contre-pouvoir sont mises en place. Et je dis, mais c'est les mêmes personnes après qui dénoncent une sorte de contrôle exercé par le chef de l'État. Attendez, lorsque vous dites que la Cour constitutionnelle est composée, je l'ai déjà dit une fois. Exactement. Vous dites que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. Et vous donnez 3 au chef de l'État. Et vous donnez 4 au bureau de l'Assemblée nationale. Comment vous ne voulez pas que le chef d'État contrôle? C'est quand même simple mathématiquement parlant. C'est simple, même si vous n'êtes pas un analyste politique. Quand même. En fait, on se dit qu'au Parlement, le Parlement qui est considéré comme une institution de contre-pouvoir, pourrait ou devrait échapper au contrôle du président de la République. Et donc, en proposant 4, on pourrait se retrouver avec une majorité qui pourrait faire l'affaire. C'est totalement... Même Toto réfléchirait mieux. Non, même Toto comprend que... Même ce personnage réfléchirait mieux. Le Parlement est tout, sauf le lieu où le chef d'État perd systématiquement de majorité. Et puis, vous êtes dans la Constitution de la République. Vous devez faire les 2 éventualités. Et si vous voulez en faire une institution de contre-pouvoir réellement, l'emprise du chef de l'État dans la nomination des membres doit être moindre. Quoique l'un n'explique pas toujours l'autre. Celui qui a les pouvoirs de l'État, qui a les moyens de l'État, peut tout avoir s'il veut. Mais là n'est pas la question. Mais quand vous créez la situation comme ça, et après vous plaignez, le procès qu'on a fait à Djokbenou, on dit, ah, c'est l'avocat du président. Mais en quoi est-ce que c'est interdit dans les textes que l'avocat du président? Et pourquoi on va faire une stigmatisation? Le jour où le chef de l'État va nommer son fils, qui a le profil, pourquoi on va dire non? Il n'est pas béni, il est béninois, il paie les impôts. Donc, est-ce que la question est de savoir qu'on nomme ceux qui doivent vous contrôler? Voilà la question que les gens doivent se poser. Ils ne se sont pas posé cette question. Ça aller du contre-pouvoir, voilà. Puis, c'est les mêmes qui ont commencé à crier. D'ailleurs, le premier handicap lié à la Cour constitutionnelle, c'est au niveau même du président Seboulou, qui n'a pas voulu les installer vite. Et quelqu'un va dire après, oui, mais vous n'avez pas vu, non? C'est contre moi qu'ils ont créé cette affaire. Ils ont dit, il est têtu, on va mettre une Cour constitutionnelle à côté. Mais bon, après, c'est pas eux qui ont géré, puis quelqu'un n'a pas gagné les élections de 91. Donc bref, voilà pour la Cour. Pour la haute autorité de l'État, même chose. Vous dites que la structure est composée de 9 membres. 3 pour le chef de l'État, 3 pour le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à croire que c'est les institutions de la République seules qui doivent pourvoir aux institutions qu'on veut qu'ils soient de contre-pouvoir. C'est pas... Mais à l'époque, on ne peut pas en vouloir. À ceux de la Commission constitutionnelle, c'est des gens c'est ce qu'on pouvait avoir en ce moment-là qu'on a eu. Donc, c'est qu'on n'avait pas eu le temps. On était pressé. La transition était 12 mois. Il fallait tout faire. On n'a pas réfléchi. On n'a pas tenté même d'expérimenter. Lorsqu'on a connu 12 années d'errement et 18 années de révolution, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait dans la Constitution de 11 décembre 1990. Et alors,
tout ce qu'on a connu de 90 à 2016, 2015, 2016, n'est que la résultante d'une constitution qui a tout créé sauf la notion du devoir, qui a tout mis en place sauf le devoir. Le Béninois, sorti de la révolution, sorti du parti de la révolution populaire du Bénin, n'avait plus connaissance du devoir. C'est des droits. On ne parlait que des droits. On ne peut pas bâtir un État que sur des droits. Avant d'acquérir le droit, il faut déjà que le devoir soit perçu. Le devoir de chacun donne les droits de tous. C'est cela. C'est ça l'essentiel. Bon, est-ce que dans l'élaboration de nos tests, donc de nos lois, est-ce qu'il n'y a pas véritablement des parties réservées quand même aux obligations du citoyen? Il y en a, Agapit Napoléon Forican. Il y a des parties réservées aux obligations. Mais quand vous lisez les obligations par rapport au droit, vous allez voir. Regardez la Constitution et lisez. Les articles 34 et 35, qui sont les articles fondateurs des obligations et des citoyens et des responsables appelés à exercer des responsabilités. Combien ces articles ont été évoqués et combien ont été sanctionnés sur la base de ces articles. Mais c'est des articles importants de la Constitution, 34 et 35, en termes de devoir, en termes de respect de l'ordre constitutionnel, des lois et règlements de la République. Mais combien de fois on a évoqué ces articles? Mais tout le monde est des droits, de l'état de droit, le monde entier nous regarde, la démocratie. Mais on est allé dans une histoire d'irresponsable. D'irresponsable. Et au fin fond, on a commencé par perdre les repères, les valeurs. Et c'est ça qui a fait diaboliser. Il faut que ça change. Il a fait 5 ans, il a trouvé que c'est pas facile, il a dit que ça change, il faut qu'on réforme. Et puis lui-même, il est perdu dans la refondation. Bon. Et puis depuis là, on est en rupture, heureusement. Et ici, on a l'impression que c'est bien maîtrisé, bien géré, exactement comme la cérémonie de ce matin. Vous allez voir, vous l'avez vu, c'est minuté, tout ça s'est déroulé à moins de... Le dépôt de gerber le départ, l'arrivée, le départ du chef d'État, ça n'a pas duré 7 minutes. Hein. Et puis tout le reste, la cérémonie n'a pas fait 30 minutes, tout compris. Voilà là où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut maintenir le cap? C'est la véritable question. Il faudrait bien qu'on maintienne le cap. Parce que certains se posent la question de savoir, après Patrice Talon, est-ce que ce ne serait pas le déluge? Non, je pense que quand Patrice Talon dit que nous avons vaincu nos démons, je pense qu'il n'a pas tort. Parce que le plus gros, le plus difficile a été fait. Et ça, si on doit retomber sur ce, je pense qu'on est parti pour ne plus nous relever de sitôt. Parce qu'on est allé, je pense honnêtement qu'en 5 années, il a mis franchement, on a vu l'État gérer. Gérer dans la rigueur, mais gérer dans un défi d'objectifs à atteindre. Dans une obligation d'atteindre des objectifs. Et des objectifs bien définis, déclinés, en action. Tout a été géré, minutieusement. On a raté la révision de la Constitution pour instaurer le mandat unique. On est passé au plan B, qui est les réformes sectorielles politiques. On a pu les faire, au vent de tout, contre vents et marées, avec des élections où des gens disent que c'est impossible, ça ne peut jamais se faire. Ça s'est fait et nous avançons. Il fallait à un moment donné, en matière de changement, on n'attend jamais tout le monde. On crée sa coalition et on avance. Et au fur et à mesure, les gens vous rejoignent. Le changement, c'est cela. Ce n'est pas quand tout le monde s'agglutine, non. Et Patrice Talon a pu réussir là où Boni Yaoui n'a pas pu faire. Ce n'est pas normalement un drame. Ce n'est pas un drame parce que Boni Yaoui a précédé Patrice Talon. Donc, il a partenaire à Patrice Talon de réussir là où son président a échoué. Il a fait. Président révélé, il est. Il est. Aujourd'hui, il devient inconditionnellement le meilleur. Tout simplement parce qu'il a fait globalement en 5-6 ans ce que tous ceux qui l'ont précédé auraient tellement aimé faire. Transformer notre société, transformer le mental du Béninois, améliorer le champ politique. Et aujourd'hui, tout ça est en place. Mais ce qui est en faveur de Patrice Talon, c'est qu'il a vu des choses par le passé. C'est ça que je dis. Il vient après des erreurs. Il vient après les autres. Mais encore faudrait-il en avoir la carapace. Encore faudrait-il en avoir... Parce que ceux qui ont côtoyé Patrice Talon, ceux qui le connaissent, moi j'en connais quand même.
quand il vous parlait de Patrice Talon, c'est un homme affable, un type très gentil, un type sympa, gentil, disponible, très humble. Ils disent tout, sauf un homme à pouvoir, ou un homme de pouvoir. Ou un homme de pouvoir. Moi, tout ce qui... On peut me parler de Patrice Talon. Nous, on a été précurseurs d'un journal, Le Matinal, dans lequel Patrice Talon a mis de l'argent. Sans qu'on le connaisse. À l'époque, parce que, bon, notre patron, Chantocor, le connaissait, et il lui a dit, bon, je veux créer. Et il a aidé. Comme il a aidé beaucoup. Beaucoup comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'il a aidé parce qu'il fait chef d'État. Ça fait 20 ans. Il n'a pas créé un parti politique. Donc, il a aidé Charles, il a aidé un autre, il a aidé beaucoup. En matière politique, certains vont vous dire, ah oui, mais bon voilà, Patrice Talon l'a aidé. Ah, donc, c'est vrai que chaque personne, c'est pas que lui que les gens voyaient, mais il fallait parler des gens qu'on voit. Quand le gars veut créer son parti, on ira voir Patrice Talon. Allez, on va allez voir péter. On ira voir péter. Mais tout ce monde-là, quand il vous parle de péter, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je ne trahis rien en parlant de... Quand Chantocor parle de Patrice Talon, il en parle toujours avec emphase. Emphase, avant que Patrice Talon arrive au pouvoir. Mais c'est le meilleur. Il a toujours dit. Il a toujours dit. Alors, mais quand on vous parle du personnage, et il vient au pouvoir, avec cette fermeté, cette rigueur, avec cette classe politique, avec cette communauté qui sans doute, qui connaissait cette facette que vous évoquez. Qui connaissait cette facette. Mais vous dites, mais attends. Est-ce que c'est le même personnage? Exactement. Est-ce que c'est le même personnage? C'est là que je dis, non, il est venu après tous les autres. Mais encore, faudrait-il en avoir la carapace. Vous avez lu le livre d'Edouard Locaux, Patrice Talon en tout les confinements. Vous allez voir l'épilogue, la préface, il me semble, c'est écrit par Roger Bayonville. Lisez quelques lignes de ce que Roger Bayonville a pu dire, a pu écrire. Quand l'idée d'être candidat est arrivée, il faisait partie de ceux qui n'y croyaient pas. Et le lui a dit au cours d'un dîner. Le reste, je ne vais pas vous raconter. Allez lire le livre. Donc, c'est pour dire quoi? Non, ce qui nous arrive, je pense que c'est un... Non, attendez, je n'ai pas envie qu'on me tague dessus ou de ça. Je suis pas proche de Patrice Talon. Je ne peux pas parler de ça. Son périmètre premier, ni deuxième, ni troisième même. Je dis, c'est une sorte de Dieu qui envoie un personnage pour sauver un peuple en déluge. On a connu l'ère de Moïse, n'est-ce pas? On a connu l'ère des prophètes. Oui, pourquoi vous riez? Tout à fait. Bon, non, je vous écoute. Voilà. Oui, mais l'histoire, même si bibliquement vous ne voulez pas qu'on parle de Dieu, on parlera, c'est un livre historique. On a connu l'ère de Moïse. Je pense que c'est une ère nouvelle pour le Bénin, que nous ne devons pas rater. Je ne dis pas que Patrice Talon est un Dieu, c'est un homme, avec ses insuffisances, avec les tares d'un homme. On a tous des mortels, avec tout ce qu'on peut avoir de faiblesse en homme. Donc il en a sans doute. Mais je dis, pour un Bénin, pour ce pays que nous connaissons, difficile à diriger. Yahibouni a dit à Parakou en février 2011, il disait ça au stade de Parakou, que le président Senghor a dit, celui qui peut diriger le Bénin pendant 2 jours, peut diriger le monde pendant une semaine ou pendant un mois, un truc comme ça. Hein? Ça veut dire quoi? C'est difficile de diriger le Bénin. Et je pense que Patrice Talon le dirige avec beaucoup de rigueur, mais beaucoup de résultats. Beaucoup une telle générosité et beaucoup d'ambition, avec les yeux rivés sur les objectifs à atteindre. Et je pense que c'est ce qui fait plaisir dans ça. Après, oui, il y a beaucoup de casses qui ne se sentent pas concernés par les restrictions qui se passent aujourd'hui. Qui peut dire qu'il a pionçuré aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez appeler telle personne pour intervenir pour vous encore, comme on le faisait avant? Il y a beaucoup de choses mais les gens vous l'appellent parfois pour dire, ah mais vous, on te voit tout le temps à la télé, bon voilà, tu dois être proche, hein, on a besoin de toi, mon enfant est à la maison, il ne travaille pas, il a tel diplôme, il faut nous aider. Mais est-ce que tu peux savoir que ces temps-là ont changé? Aujourd'hui, comme le dit Wilfried Léon, vous pouvez aller au concours et sans connaître personne, réussir
par seul travail. Et ça doit faire la fierté de tout le monde. Et ainsi de suite. On peut continuer. Il y a beaucoup de choses qui en 6 ans ont changé. Donc, je pense, et dans la dynamique du discours présidentiel, le discours du 31 juillet, que nous avons vaincu beaucoup de nos démons, surtout avec les réformes politiques. Il faut maintenant les maintenir. On va aux élections en 2023. Parce que justement, les enjeux, le gros enjeu notamment, c'est ce qui se passera après 61 ans d'indépendance, justement. Parce qu'il y a des défis, et vous en parliez justement, vous parliez du centenaire. 100 ans d'indépendance, nous serons à quel niveau? Bon, je ne serai plus là pour commenter. Ça au moins c'est sûr. Ça au moins c'est sûr. Donc les générations qui seront là pour les 100 ans, bon, j'espère qu'ils auraient pensé pour les générations précédentes. Pourquoi vous le dites? C'est quand même 39 ans. Non, pardon, ne soyons pas ridicules. Non. Même si vous y êtes là, vous peut-être. Mais après, dans quelles conditions tu es encore là? C'est là la question. En tout cas, je ne sais pas là pour commenter. Pour commenter, bien. Voilà. Mais écoutez, 100 ans, moi je suis sûr que on parlera du déclic du 61. On parlera dans 100 ans, donc dans 40 ans, on parlera du déclic du 61. On dirait que le Bénin a fini par prendre son envol, finalement, qui est déjà fini. Donc finalement, le Bénin a pris son envol avec la rupture. Qu'on a tenté la révolution, qu'on a tenté les révolutions. On en a eu une de plus longue. Et puis après, on a eu le renouveau démocratique. Et puis on a tenté dans le renouveau démocratique de faire du changement. Et puis bon, le père du changement a compris qu'il ne pouvait pas, il fallait refonder les valeurs éthiques, morales et spirituelles. Donc refonder la République, on a tenté, mais il s'est un peu perdu lui-même, mélangé un peu les pédales. Et donc finalement, celui qui est arrivé, peut-être pas attendu, mais arrivé, a été celui qui a le plus surpris agréablement. Parce que partout on pensait que c'est impossible, il a rendu possible. Parfois avec les mêmes hommes qu'hier. Ça veut dire que c'est quand la tête est lucide, quand le wagon est bien en place, quand la locomotive est bien en place, les wagons tiennent la route. Donc, je pense que le centenaire fera évoquer le déclic du centenaire. Je suis convaincu. Et donc, qu'on parlerait toujours d'un certain Patrice Talon. Très bien. Agapit Napoléon Maforgan, je sais qu'il y a une thématique qui vous intéresse bien. On n'a pas assez de temps, mais de façon succincte peut-être. 61 ans après, les médias sont où? Ah oui, c'est un débat, c'est une question que vous posez opportunément parce que ça fait partie ces temps-ci de mes grandes réflexions. Oui, les médias, depuis que le gouvernement encore, une fois de plus, a décidé de renvoyer à la RAC ses prérogatives et donc de ne pas avoir formellement un ministère de la communication, de ne plus en avoir. Je pense que les médias ont un très grand rôle à jouer. Les médias de tous les temps ont été dans tous les grands débats. Les médias, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas les répétiteurs des formules politiques ou les contre-rendeurs des sciences politiques ou des cérémonies d'aristocrates. Les médias, c'est des acteurs du développement. Les médias, c'est les témoins du temps de l'histoire et c'est les médiateurs sociaux. C'est les médiateurs communautaires. C'est grâce à eux que les communautés sont au fait des défis à relever. C'est grâce aux médias que les communautés savent la gravité de l'heure, le temps qu'il fait. Vous vous levez le matin, vous captez votre radio, vous ouvrez pour savoir quel est le temps, la météo, est-ce que telle voie passe, alors est-ce qu'il y a un embouteillage. C'est ça le rôle. C'est-à-dire que votre vie, les médias rythment la vie des citoyens. Est-ce qu'au Bénin, on a aidé à parvenir à ce niveau? Nous devons travailler pour. Il y a un discours qu'on doit casser. C'est du coup que les médias sont des contre-rendeurs, donc des relais, tout simplement, de la vie ou des batailles ou sommet. Non, les médias doivent prendre, à mon avis, les médias doivent prendre leur place dans le développement, dans les grandes questions du développement. Et lorsqu'on est encore en Afrique, par ailleurs, on est au Bénin par ailleurs, et on a connu les différentes étapes dont nous venons de parler. Les médias ne peuvent pas rester en dehors du système.
Quand je dis un système, je ne parle pas de Patrice Talon. Je ne parle pas de Flavonou. Je ne parle pas de Jobrenou. Je parle du système de développement. Vous n'avez pas eu le centenaire. Mais comment nous voyons notre pays? Quels médias? Comment nous voulons développer? Quel médiateur nous voulons être? C'est ça la question qu'il faut se poser pour les temps à venir. Donc, il y a une sorte d'une nouvelle ère également qui s'offre pour les médias. Et je pense que dans les jours à venir, j'aurai l'occasion donc d'en reparler. Peut-être qu'il y aura des plateaux, mais j'aurai personnellement l'occasion donc de revenir un peu là-dessus pour que nous puissions comprendre qu'on a eu nos errements aussi. On a fait des états généraux. Nous étions encore aux affaires en tant que racheteur de médias. Nous avons eu des visions. Nous avons mis en place des stratégies. On a mis des actions, on a tracé des signaux. On a mis en place des organes. C'est le temps de faire le bilan. De voir si nous devons continuer sur cette lancée ou faire des réglages ou carrément se restructurer. C'est ça. Rien ne doit être figé. Tout bouge. Rien n'est statique. Nous devons partir de là et analyser le temps d'aujourd'hui par rapport au comportement des médias. Il me semble que nous avons beaucoup à faire à ce niveau-là. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique, consultant médias et communication, expert en gouvernance par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc votre décryptage. Le décryptage bien spécial aujourd'hui. En tout cas, après nous, vous allez suivre un plateau spécial qui reviendra sur le patriotisme avec des invités. Voilà, comme Eugène Azatasso, par exemple, du Parti Les Démocrates. Vous avez le père Kedouide, qui est curé donc de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Et puis... de la communication. Exactement. Voilà, et puis, sans oublier, voilà, le docteur Benaou, qui est sociologue, socio-anthropologue. Donc, c'est un plateau qui sera conduit par François-Xavier Noumont. Vous restez donc en place. Merci de toujours nous suivre sur télé. Le patriotisme. Le patriotisme. Pour le pendir, moi, je voulais dire que le régime du PPB avait cette valeur. Je pense que avec cette valeur du patriotisme, on peut tout faire. Le cœur rempli du patriotisme, on peut gagner beaucoup de batailles. Et le 16 janvier 1977, on a connu des Béninois qui ont sorti avec même les manchettes pour aller combattre le mercenaire. Et des bois. Voilà. Donc, je reprends toujours cet exemple parce que c'est pour dire comment les gens étaient engagés, comment les gens étaient vraiment emballés et comment l'esprit patriotique animait les Dao, les Béninois de l'époque. Donc, je pense qu'il faut qu'on revivifie, il faut qu'on réinitialise l'esprit patriotique dans le cœur de chaque Béninois. Nous allons suivre le plateau tout à l'heure. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Agréable suite de soirée sur nos antennes.